plaisir les amis, avec bien évidemment une équipe qui change un tout petit peu. Dans 2 secondes je vais vous expliquer. Il y a une petite surprise pour ceux qui n'ont pas suivi nos réseaux depuis disons une petite semaine. Vous allez voir un nouveau visage sur Bureau Ovale parce que pour parler de ce match contre l'Australie, victoire de 1 petit point les amis au Stade de France. Le retour du 15 de France a été difficile mais une victoire quand même. 11e victoire de suite pour les Bleus, un record absolu mais beaucoup de choses à dire. Pour en parler donc, ça ne change pas, vous le retrouvez. Mon Aymeric, comment ça va? Bonjour Joseph. Bonjour monsieur. Comment allez-vous Joseph? Ça va? Écoute, ouais ça va. Écoute, pareil, très heureux de retrouver en plateau là pour débriefer le 15 de France, ça fait plaisir. Et puis voilà, on retrouve un petit peu les petites habitudes. Finalement, c'est là d'où on vient, quoi. C'est là où on retourne, c'est là où on se sent bien. On se sent très très bien sur ce plateau. Tu as un nouveau copain, Aymeric. Tu parles de mon ami imaginaire? Ouais. Le mec fait toujours aussi peur. Tu as un nouveau copain, pas oui, parce que Alex Priam, que vous avez suivi, est parti vivre à Los Angeles. Excusez-nous, monsieur. Je suis parti trop vite. Exactement. Et il est remplacé, mais il est bien remplacé. Les amis, il continue à faire partie du Bureau Ovale, bien évidemment, Alex Priam, mais il est remplacé par Pierre Amiche. Comment ça va, Pierrot? Bonjour à tous. Ça va bien. J'ai une charge assez lourde. Il faut que je remplace Alex, donc en termes d'IMC, on est à peu près sur les mêmes bases. Après, en termes d'analyse, on va voir. Un peu plus de pression là. Je n'ai pas peur. Présente-toi un peu, mon cher Pierrot. Alors nous, il y en a qui t'ont peut-être connu, notamment sur RMC en ce moment. Ouais. Reconnu, je sais pas, peut-être la voix un peu, parce que le principe de la radio, c'est qu'on voit pas ma tronche normalement. Je m'appelle Pierre. Je travaille à RMC depuis longtemps. Ça fait 6 ans ou 7 ans. Ça fait 10 ans que je suis journaliste et surtout, j'ai joué pendant 15 ans au rugby. Ce qui fait que je suis extrêmement légitime pour parler de l'équipe de France. C'est un niveau que je connais. Non, je déconne. En revanche, oui, j'adore ça. Je regarde du rugby depuis tout petit. J'y ai joué et je pense que je regarde environ 6 matchs par week-end à peu près, en moyenne. Des fois plus, des fois moins. En ce moment, c'est un petit peu moins, mais je regarde les gros matchs, quoi. Bon voilà, donc voilà, un nouveau plateau les amis. En tout cas, ça fait du bien de se retrouver en plateau, ça fait plaisir. Les gros matchs des Bleus, il va y avoir une belle tournée novembre et donc une tournée novembre qui a démarré par une victoire contre l'Australie au Stade de France. Les amis, un petit point, on va débriefer tout de suite. C'est parti. Vous connaissiez le concept qui a été créé par le 15 de France, qui était la défaite encourageante. Pendant plusieurs années, nous avons eu la défaite encourageante. Et désormais, la question qu'on peut se permettre de poser, qui montre le signe de l'exigence envers le 15 de France qui est monté d'un cran, c'est est-ce qu'on est en train d'inventer le concept de la victoire pas encourageante? Ça va être le thème de notre... La victoire décourageante. La victoire... Alors décourageante, je ne sais pas encourageante. C'est peut-être un peu différent. En tout cas, c'est assez intéressant comme concept. Moi, ça m'a plu. Je me suis dit, tiens, est-ce que je suis vraiment encouragé par cette victoire-là? Peut-être pas, mon Aymeric. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est... Est-ce que tu as pris du plaisir devant ce match-là? Est-ce que selon toi, c'était un match de standard international? J'ai vu quasiment tous les matchs internationaux d'hier. Ça va de Écosse-Fidji, même Italie-Samoa, etc. Je me faisais la réflexion, je trouvais que c'était le match avec le moins d'intensité. Donc ça répond un peu au début de ta question. Donc oui, je suis un petit peu déçu en sortie de ce match. On est déçu parce que cette équipe de France, elle nous a frustrés. Mais quand on sort du match, on se dit waouh, on est devenu exigeant. Et quelque part, moi, je peux que me dire, ça fait du bien d'être extrêmement exigeant avec cette équipe de France qui, du coup, doit atomiser tout le monde. Voilà, c'est ce qu'on veut. Moi, je voulais qu'on roule sur les Australiens. Et je pensais que c'était possible. Bon, il s'avère qu'il y a 1000 explications qui font que non, on n'a pas roulé du tout sur les Australiens qui, en plus, n'étaient pas extrêmement armés vu leur composition. Pierre, tu étais au stade. Oui. Est-ce que tu as pris du plaisir au stade? Le seul plaisir que j'ai eu, c'est de ne pas payer la place, parce que c'est un de mes potes qui m'a invité, sinon j'aurais eu un peu les boules. En fait, j'ai regardé 2 fois le match, une fois en direct au stade, et puis ce matin à la fraîche. Et je me posais une question avant de revoir le match. Est-ce que c'est ma perception qui était pas bonne, ou est-ce que c'était le match qui était pas bon? Et donc, en revoyant le match, en fait, c'était clair. C'était le match qui était pas bon.
Et donc statistiquement, ça se vérifie, puisque c'est le match international ce week-end jusqu'à Angleterre-Argentine qui est en cours. Et Géorgie-Uruguay quand même. Faut en Ouais, parler. bien sûr. Non, mais c'est là où il y a le moins de passes, le moins de courses, le moins de plaquage, le moins de franchissement dans tous les matchs qui ont été disputés ce week-end. Donc on peut dire assez objectivement que c'est un des moins bons matchs. Et Aymeric l'a abordé face à une petite équipe australienne. Et donc à la sortie de ce match-là, la première chose le sentiment, c'est la frustration. Donc c'est un bon sentiment parce que ça veut dire qu'on avait des espoirs. Ouais, de ouf. C'est mieux que la déception, c'est la frustration, se dire on aurait pu mieux faire. Mais il y a quand même une part d'exigence qui est logique. Cette équipe de France, on lui demande plus aujourd'hui que simplement gagner. Et le problème face à cette équipe d'Australie, on le rappelle, il n'y avait pas de McDermott. Ils ont un talonneur qui fait 90 kilos, qui est clairement pas un cadre mondial. Il n'y a pas Corey Betty. Ils n'ont pas de deuxième ligne. Ils n'ont pas Lalatoa. Ils n'ont pas Wilson, ils n'ont pas Petaya, ils n'ont pas Philippe qui est un des deuxièmes lignes qui normalement est censé être un des titulaires. C'est pas la meilleure version de l'Australie. Ils arrivent après un Four Nations, un rugby championship exigeant et fatigant, et ils arrivent en France et c'est eux qui ont fait le match parce que l'équipe de France n'a pas réussi à imposer quoi que ce soit. Pas vraiment d'accord sur ce qui fait le match, mais en tout cas, j'ai trouvé que l'Australie était mieux que ce qu'on attendait d'elle et l'équipe de France moins bien. Ouais. Donc ce qui ressort de ce match-là, c'est que le match était pas bon, l'équipe de France moyenne et on gagne quand même. Donc est-ce que la victoire suffit ? J'ai le sentiment que non, mais c'est mon sentiment très personnel. Voilà. On est en live sur Twitch, les amis. On va être en live d'ailleurs à 16h tous les dimanches pendant cette tournée de novembre, tous ensemble sur First Team 101 sur Twitch, bien évidemment avec les replays sur YouTube. Et comme d'habitude, vous le savez, pendant les tournées, on se fait des débriefs YouTube plateau sur le 15 de France et derrière notamment le lundi soir sur Petit Bureau sur Poney Club sur la chaîne Twitch d'Aymeric. On parle aussi du 15 de France mais aussi de tous les autres matchs. On parlera des autres matchs internationaux parce que là on aura fait le tour sur le 15 de France. Exactement. Mais donc pour vous dire, voilà, donc j'ai le chat sous les yeux et c'est vrai que certains sur le Twitch de la First Team disent voilà, pas Quade Cooper, pas O'Connor. C'est vrai que ceux qui découvraient cette équipe-là d'Australie, c'était une équipe d'Australie qui était très nouvelle. Hein. Quand tu prends la compo, il y avait pas de grandes stars du rugby telles qu'on peut appeler une grande star. Il y avait des bons joueurs. Mais on va revenir à la fin de ce débat, notamment sur l'Australie. Est-ce que vous avez trouvé, oui ou non, que l'Australie avait fait un bon match? Sur le match des Bleus, Pierre, est-ce que du coup tu as trouvé que ce match, bon, on commence à comprendre que tu as trouvé que le match des Bleus n'était pas bon. T'as vomi, Pierre? Tu as vomi. J'aurais presque pu vomir, mais c'était à cause des bières à 9 €. Ça n'a rien à voir avec le match. Hein, voilà. La question est à quel point est-ce qu'il n'a pas été bon? Quand tu prends l'Air Galtier, est-ce que tu as déjà vu des matchs qui ont été moins bons? La déception elle est renforcée par le fait que ce match-là vient après une tournée au Japon qui était déjà pas terrible. C'est-à-dire qu'on reste sur 3 matchs consécutifs de l'équipe de France moyens. À ce niveau de préparation, c'est-à-dire une tournée d'automne, j'ai le sentiment que c'est le pire match de l'Air Galtier. J'ai ce sentiment-là parce que j'ai trouvé que l'équipe de France, elle était arrivée avec des convictions. Les certitudes dans le sport de haut niveau, c'est trop dur. On n'a pas de certitude, jamais. On a des convictions. Elle était arrivée avant ce match-là avec des convictions, même avant la tournée japonaise. Et ces convictions s'étiolent un petit peu parce que les équipes adverses ont commencé à comprendre comment l'équipe de France jouait et que nous, on peine à trouver des nouvelles solutions. Et donc, face à une équipe d'Australie qui était plutôt bien préparée, moi, j'ai trouvé que ce match-là, c'était un des moins bons, un des moins maîtrisés, un des moins... C'est ce qu'on avait d'ailleurs pu évoquer dans le Petit Bureau lundi dernier, sur le fait que, qu'est-ce qu'on attendait? Moi, j'attendais de la consistance. C'est-à-dire qu'un match cohérent, construit, intelligent, et je ne l'ai pas ressenti. C'est vrai que toi, sur le Petit Bureau, quand on avait fait la vidéo de qu'est-ce qu'on attend de cette tournée, tu avais dit, moi, le résultat ne m'importe pas vraiment. C'était le contenu qui m'intéressait le plus. Et j'avoue qu'en termes de contenu, je ne vois pas comment on peut être satisfait. Même les joueurs, je pense pas qu'en sortant de ce match-là, ils soient torse bombés, quoi. T'es content d'avoir gagné. C'est pas vrai. Et évidemment, on va pas remettre en question le fait qu'une victoire c'est mieux qu'une défaite. Ouais, bien sûr. C'est la base du sport. Cependant, une victoire comme ça, je suis déçu. Voilà, je suis déçu et je trouve que c'est pas un grand match. Et c'est un des pires matchs de l'Air Galtier, au moins sur les tournées d'automne de manière certaine. Peut-être même de l'Air Galtier tout court. Je mettrais peut-être avec l'Écosse. Un des matchs en Écosse qu'on perd alors qu'on doit gagner 1000 fois. Et... La fameuse patate de Momo Awas. Voilà. Je le mets dans la même catégorie, très décevant. Ok. Aymeric. Franchement, je rejoins Pierre à fond. Je pense que c'est le plus mauvais, mais parce que nos attentes et notre prisme, il a changé sur cette équipe de France. Tu vois, tu fais ce match-là,
Maintenant, on nous a habitués à avoir un buffet de qualité, alors qu'avant, on nous mettait une terrine de campagne et un coca, on était heureux. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on a un prix extrêmement exigeant. Et là, quand tu vois des joueurs qui mettent du temps à se replacer. Moi, j'ai eu même des petits cauchemars, des petits retours de l'ère Brunel, où je voyais des joueurs qui, après 2 temps de jeu, savaient plus où se mettre. J'étais en mode, oh non. Tu vois, genre non, on veut pas revivre ça, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, on a un système qui est extrêmement bien huilé, presque limite trop, parce que moi je vais te dire, je le commentais hier, j'étais en mode, donc là ça fait 3 temps de jeu qu'on n'avance pas, on va taper, box kick, let's go. Et en fait tu le sais. Et cette stratégie a fonctionné, et encore une fois on gagne ce match, tu vois, mais je suis en mode, au fond de moi je suis content parce que c'est bien de gagner moche, mine de rien, parce que tu gagnes. Et les Australiens, tu leur dis, écoutez les gars, franchement on a mal joué, mais on vous a battu. Point barre. Mais dans l'avenir très très proche qui va arriver avec cette Coupe du Monde en ligne de mire, dans le match même très proche de la semaine prochaine contre l'Afrique du Sud, waouh, tu t'es pas rassuré. Hein. Ouais. Tu t'es juste posé 1000 questions. Et je pense qu'on va les détailler sur les vrais problèmes qu'on a eu pendant ce match. Bah exactement, on peut y aller sur le début du match chronologiquement. Les 20 premières minutes, on se prend notamment à la 17e un premier essai de la part des Australiens. Alors c'est un turnover, Emric, mais est-ce que tu as compris le plan de jeu qui était mis en place par Fabien Galtier? Est-ce que tu as vu un changement par rapport à d'habitude? Est-ce que c'est un plan qui a été mal réalisé, ou c'est un plan qui a été mal conçu en gros? Non, je trouve que le plan de jeu est le même. Comme je te l'ai dit avant, genre on pouvait deviner. Ils nous ont donné assez d'informations, assez de codes. On peut deviner comment joue l'équipe de France. Il y a des X-Factors. Il y a le X-Factor Antoine Dubon qui, sur un éclair de génie, peut faire quelque chose de grand. Il y a le X-Factor Damien Penaud qui peut nous faire plaisir en fin de match, par exemple, tu vois. Mais sur le plan de jeu de l'équipe de France, je pense qu'il était bon, appliqué. Avant cet essai de l'Australie, mais on est bien dans le match, hein. Franchement, on est bien dans le match, on les domine. Il y a l'essai d'Olivon, on a un ascenseur émotionnel en mode essai d'Olivon, let's go. Bon, essai logiquement refusé, mais on est dominant. On reprend un peu, on dicte notre rythme. Et après, on prend le coup de bambou, et juste derrière, donc l'essai est magnifique de l'Australien, hein, c'est un compte, ça arrive. Il y a, pour le coup, Damien Penaud se fait déposer par Wright, et t'es en mode, ah bah non Damien, ah bah non ça faut pas. et derrière, je trouve que c'est très mal défendu sur le 3e rideau, qui se font aspirer sur l'aile. Il y a une manque de com, mais après t'es dans l'urgence entre notre charnière Dupont et Ntamak qui sont en couverture. Et du coup t'es refroidi. Et après, les Australiens ont très bien joué. Ils ont très bien joué l'adaptation. Et après, ils nous ont mis dans un faux rythme de rugby ping-pong qu'on a perdu. Jusqu'à cet essai australien, t'as cette sensation de contrôle toi aussi, Pierre? Non, pas trop. Pas trop, parce que pendant 50 minutes, on touche pas les zones des 15. C'est-à-dire que pendant 50 minutes, on essaie de trouver des déséquilibres avant 3/4 sur 3 temps de jeu. Et souvent avec les mêmes schémas, et souvent sans gagner les duels. Donc c'est impossible de déséquilibrer qui que ce soit si tu gagnes pas tes duels. Le schéma, il est systématique. On part d'une zone des 15, après une touche, une mêlée. On va essayer de trouver un groupe de gros. Alors si c'est une touche, c'est souvent des 3e lignes. Si c'est dans le jeu courant, c'est souvent Baye, avec soutenu par Marchand et ou Antonio. Antonio, ouais. Et donc, ou Danti si tu joues zone 12. Souvent, le premier temps de jeu, c'est un bloc de 3 avant qui va essayer de gagner le milieu de terrain. On va jouer dans le sens avec Danti qui va essayer de gagner le milieu de terrain. Et on va rejouer dans le sens, s'il y a un déséquilibre. Et s'il n'y a pas de déséquilibre, on va jouer un box kick ou un jeu au pied de pression. Et finalement, ce truc-là, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on n'a pas été capable de gagner la zone des 15, parce qu'on a perdu ses premiers contacts. Une fois que tu as perdu le premier duel et ou le 2e duel avec Danti qui finalement a été assez inefficace, tu ne peux plus jouer. Tu peux plus jouer, et il a fallu attendre 50 minutes pour qu'on puisse faire simplement une vague de gauche à droite et de droite à gauche. Il a fallu attendre presque 1 heure de jeu. Et ça, c'est pas commun pour l'équipe de France. Et puis on avait eu l'habitude d'avoir un fort jeu de dépossession. On nous avait raconté que l'équipe Premium, c'était la flèche du temps, c'était les NASA, et comme ci, comme ça. C'était magnifique, le jeu de dépossession. C'était l'identité, l'ADN de l'équipe de France. À la sortie de ce match-là, on comprend aussi que l'ADN de l'équipe de France, ça peut pas être que ça. Ça peut pas être que ça parce qu'on a été dominé. Et que l'ADN de l'équipe de France, avant d'avoir un jeu de dépossession, avant d'être tactiquement juste ou pas, c'est d'abord de casser la bouche des gars d'en face. Mais on a senti un manque de puissance et un manque de jus de la part de nos joueurs. Mais c'est lié aussi à la compo. À partir du moment où on a une 2e ligne qui n'est pas une 2e ligne, c'est pas un vrai 5, c'est pas un vrai 4. Tu te dis que Villemc
Oui. Dans ce match, et c'est pas le même match. les- Je suis c'est sûr, c'est Les absolument compos convaincu que c'est pas le même du match. début de l'ère Galtier ont relativement peu évolué. Et il y a un domaine notamment qui a évolué, c'est cet attelage-là, ce duo en deuxième ligne qui à la base était Leroux-Villemc. Là, ça C'est des changements bougé. subis en plus. C'est des changements subis. C'est des changements subis parce que Villemc est forfait pour la tournée. C'était peut-être le rare deuxième ligne de gros tonnage numéro 5 de niveau mondial. Parce que malheureusement, Romain Taufifenua a montré légèrement ses limites, même si j'aime pas être catégorique sur ce genre de joueur parce que d'un match à l'autre, il peut être très dominant et faire un grand match. Et je pense qu'il sera titulaire face à l'Afrique du Sud. J'ai le sentiment qu'il peut faire un grand match, mais c'est vrai que Villemc, c'est un des meilleurs 5 du monde. Et à côté de lui, Leroux, repositionné en deuxième ligne depuis maintenant 5 ans, super joueur. Donc il a voulu reproduire la même expérience avec Woki et avec Flamand qui fait un grand match. Avec Woki, ça marche, tu vois. Avec Flamand, Flamand et Woki, ils ont. T'as les défauts le de tes même match. qualités. Mais Woki, t'as les défauts de tes qualités. Mais c'est sûr qu'il nous a manqué de la puissance, comme tu dis, face à des Australiens qui défensivement nous ont bien attendus dans les zones où tout le monde sait où on attaque. Antonio, le pauvre, au bout d'un moment, ils étaient à 2 sur lui. Et Baye et Marchand, première mi-temps, vous êtes tous les mecs. Ça peut arriver, y a pas de problème. Hein. Mais vous êtes tous les mecs. Deuxième mi-temps, on les a un peu plus vus. Et si t'as pas un grand Aldrit qui te relève des ballons et qui te remet cette équipe dans l'avancée, mais on se fait ouvrir en deux. Quel secteur de jeu justement nous a véritablement fait défaut, Pierre? Est-ce que ça a été devant? Est-ce que c'était derrière? Parce que il y a Kefa notamment sur le chat sur Twitch qui nous dit que le jeu de dépossession, si tu gagnes pas la ligne d'avantage, t'es mort. Ah oui, est-ce que c'est devant véritablement qu'on a un peu péché? Est-ce que ça a été physique? Pour moi, quel secteur t'a véritablement déçu? Je pense que je suis pas le mieux placé pour en parler parce que j'ai 2 boîtes à chaussures à la place des pieds, mais le jeu au pied de l'équipe de France a été cata. Que ce soit jeu au pied de pression, souvent trop long, mal donné, jeu au pied d'occupation. Je pense que les Australiens, ils ont pris 25 ballons en avançant. À partir du moment où ton troisième rideau prend des ballons en avançant, tu vas prendre la rafale. Et les sorties de camp étaient horribles. Et à partir de là, si tu n'arrives pas à aller jouer chez l'adversaire, quand tu veux imposer un jeu de dépossession avec une ligne de défense très agressive, il faut avoir les capacités de le faire. Tu vas pas défendre très fort dans tes 22, là, tu es dans une situation d'urgence, c'est de la survie. À partir du moment où tu vas jouer chez eux, tu peux commencer à avoir des montées inversées, à pouvoir essayer de gérer. Mais là, ça n'a pas du tout été le cas parce que le jeu au pied était défaillant. Je sais pas ce que t'en penses, Émeric, mais. Moi, je suis d'accord. Moi, j'allais dire, le match, pour moi, on l'a perdu dans 2 zones, les airs et les mauls. Parce que on sait qu'il y a une arme qui est fatale aujourd'hui dans le rugby. Sur les airs, je ne vais pas redire ce qu'il a dit, je suis totalement d'accord. On a été bouffé et sur justement cette première mi-temps de 10 minutes, il y a une phase de 10 minutes où c'est des échanges. On perd à chaque fois ce rugby ping-pong. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est peut-être les moments chiants qui ne sont pas facilement palpables pour les gens. L'objectif, c'est qu'à un moment donné, on force l'adversaire à faire le mauvais choix ou à se dégager dans son camp et tu récupères un lancement dans le camp de l'autre. On a constamment perdu ce duel-là. Maintenant, les mauls, les pénal touches notamment, c'est une arme dans le rugby moderne. C'est Galtier qui sortait sa stat et il a totalement raison. 80% des touches à 5 mètres font essai. Dans les mauls, il n'y en a pas un qu'on gagne, offensivement comme défensivement. Les Australiens sur touche, ils retombent, ils nous impactent, ils nous font reculer sur 15 mètres, soit ils prennent pénalité, soit après derrière ils lancent en avançant. Nous on n'a jamais réussi à jouer en avançant. Comment tu l'expliques ça? Est-ce que tu Manque de as puissance. Manque de puissance, mais Après il y a l'organisation. le profil des joueurs et notamment la compo dont parle Pierre, ou est-ce que tu as senti des joueurs qui étaient relativement empruntés, des joueurs français qui étaient fatigués après un début de saison? Qu'est-ce que t'en... Moi je te dis, en première mi-temps, je reconnais pas ni Baye ni Marchand. Antonio est là, mais ça a jamais été c'est un gars qu'on utilise, mais c'est pas un leader de combat que sont comme Baye et Marchand. Olivon, on le voit un peu en première mi-temps. Flamand monte en puissance. Woki est dans la continuité de sa saison délicate, donc il n'est pas omniprésent. On le voit plutôt faire du travail de l'ombre, mais dans tout cet aspect de puissance et après tout ce qui est maul, c'est du travail. Les mauls surtout, c'est juste du bon positionnement et pousser ensemble. Juste, sauf qu'en face, ça a l'air facile. sauf qu'en face, ça a extrêmement bien travaillé, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de touches où les Australiens ne décident pas de sauter et donc d'être présents et dès la retombée de Woki de Flamand, d'impacter. Et nous, on n'a pas su contrer ça. Et comme sur leur premier impact, on recule de 3-4 mètres, notre ami Jaco Pepper disait premier arrêt. Et premier arrêt, deuxième. Tu vois, tu sais très bien que tu dois expulser le ballon. Donc tu perds l'ascendant. Et sur beaucoup de moments, on n'a pas dominé cette équipe. Et les mauls aujourd'hui sont très importants
Et moi, vraiment, ça m'a vraiment inquiété, ça. Il y a l'illustration, je crois que c'est à la 55-60e, où il y a pénal touche pour les Australiens, et ils se mettent à 12 dans le maul. Je sais pas si vous avez vu, il y a plus que il y a 3 mecs derrière. Il y a l'ailier, tu vois numéro 11, tu vois le 9 qui a 2 Ah doigts, non, tu te mais- dis qu'est-ce qui branle. Et moi, ce qui m'étonne le plus, en fait, dans le fait de ne pas avoir trouvé de solution, évidemment, c'est de la mise en place et essayer de pousser ensemble. Mais il y a aussi la complémentarité, l'habitude de jouer ensemble, et Woki et Flamand l'ont pas. Mais ce qui m'a étonné, c'est pas défensivement, de pas trouver des solutions défensives. Bon, bah, tu as le droit d'être pris, c'est difficile de trouver des solutions quand tu es dominé physiquement. Et ça a été le cas, on a perdu beaucoup de duels. Non, ce qui me surprend, c'est offensivement. Parce que les Australiens, ils ont rien inventé. C'est-à-dire que dans leurs 22 mètres, 0 contre en l'air, contre en bas. À partir du moment où on sait que l'adversaire contre en bas, eh bien, il y a des tas de solutions. Soit des petites déviations autour, soit de venir et au On lieu de a faire 2 un doigts de pilote, marquer. de relever, Je sais pas si sur, tu te sur rappelles. Aldrit qui vient... Et Falatea qui Voilà. est surpris. On a 2 doigts de marquer justement sur cette feinte-là qui est trop bien. Parce Donc que adaptation de l'équipe de France. Il y a mais- une possibilité de trouver des solutions autour. Et ça me fait penser aussi, par exemple, sur les coups de pied de renvoi. On a essayé de pointer du doigt un peu les secteurs qui étaient défaillants, les sorties de camp. Les sorties de camp sont horribles. Illustration, dès le premier coup de pied, c'est coup d'envoi de l'Australie, le buteur, c'est Follet. On sait que Follet tape décroisé profond à droite. Il l'a fait 7 fois contre les Blacks. On le sait. Il Ça a été l'a fait 7 fois contre nous. Premier engagement. Le gars qui est censé te sortir, c'est Antoine Dupont. On sait qu'il c'est un des 9 qui a avec Faf de Clercq, un des meilleurs joueurs au pied du monde. Antoine Dupont n'est pas du bon côté. Antoine Dupont est à droite, ça tape à gauche. À partir de là, je me dis, est-ce que ce match-là a été préparé avec autant de rigueur que ce qu'ils ont pu faire par le passé ? Est-ce que c'est le manque de temps ? Est-ce que c'est le fait que Est-ce finalement qu'on a cette équipe sous-estimé un d'Australie... peu l'Australie? Peut-être, je me pose la question. Est-ce qu'on s'est basé sur quelques vidéos de l'Australie qui prenaient des pétés dans le Super Rugby, enfin dans le Rugby Championship, pour se faire une idée Ça a biaisée été de ce très collectif ? compliqué pour eux. Ouais. Ça a été dur. Ils ont fait un grand match qu'ils ont failli gagner, qu'ils ont finalement perdu contre les Blacks. Ce match-là, pour moi, c'est peut-être le match référence de l'Australie, alors que c'est une défaite. Mais tout ça, les coups de pied décroisés, le fait de mettre beaucoup de pression autour des zones de ruck, ce qui a été le cas hier, on a perdu beaucoup de duels. Et le fait de ne pas contrer en l'air une fois qu'on est dans sa zone de marque, dans ses propres 22 mètres, ça n'a pas été une surprise. Et c'est ça qui me déçoit en fait de la part de l'équipe de France, c'est que le contenu est pas bon et l'adaptation est pas très bonne non plus. Ouais. On marque sur deux miracles. C'est le problème d'adaptation notamment. Dans le chat, Alain Chabat, c'est tout simplement Alex dans le chat à qui on fait un bisou. Il C'est pas le pose vrai la Alain question, Chabat. mais il participe aussi. Il peut pas, Bien il sûr. est obligé d'être là. Il dit c'est quoi le plan B de l'équipe de France ? On a la sensation qu'hier elle a refusé de changer d'idée et qu'elle peut être un poil suffisante sur ce point. Aymeric, comment tu expliques ça ? Est-ce que c'est parce que à la mi-temps finalement les Bleus rentrent au vestiaire avec 19-13. avec l'avantage. Est-ce que Fabien Galtier et le staff ont eu la sensation finalement de contrôler ce match-là ? Mais en fait, si tu prends le match juste en termes de statistiques, je te jure, hein, moi j'ai regardé, on a plus la balle. On passe 5 minutes dans leur 22. On a 9 turnovers à 0. Mec, je te donne que les stats. Tu te dis l'équipe de France a roulé sur l'Australie. Donc je pense que eux qui sont des data analystes, au final, Ils sont à la contents. mi-temps, ils ont des trucs au vert. Hein. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses au vert. Ils se disent on a pris un essai sur un turnover un Mais peu tu prends un essai sur un c'est des exploitif. choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que moi, au contraire, je suis pas du tout d'accord avec Alex. C'est que pour le moment, enfin, là, dans ce match, on a presque trop tenu le ballon. Bizarrement. On n'a pas cette sensation de l'avoir bien tenu, mais on a presque joué. Ok, bah on veut dominer notre adversaire, sauf qu'on se fait pas dominer. Et comme dans le jeu au pied, on est plutôt pas bon, et ben on a tenu des ballons, on a fait quand même des séquences. Il y a eu beaucoup de main, de passes, des choses qu'on voyait pas dans cette équipe de France. Et moi, je trouve qu'au contraire, on s'est écarté un peu de notre système de jeu à certains moments, du fait des Australiens. Et malgré tout, avec notre plan de jeu, quand on revient sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire que faut qu'on joue en avançant. Donc, si on a la première cellule qui avance, boum, on relève très vite. Faut que le premier avant relève très vite. Aldrit le fait énormément. Et dès que tu t'es mis un peu dans l'avancée, ça amène un essai qui est sublime, qui est l'essai de Penaud, tu vois. Certains disent exploit de Penaud, oui, relance de Jalibert, ensuite on joue dans l'avancée, ça relève, etc. Jalibert qui ensuite fait une double sautée qui est sublime, et Penaud qui termine son ailier, il avait un petit contentieux avec lui, donc au final, je suis très heureux qu'il lui ait posé un truc. Mais dans les faits, l'équipe de France, quand même, a réussi à avoir des séquences emballantes, avec son système de jeu. Puis même, j'ai trouvé qu'ils avaient un peu changé après la mi-temps parce qu'on a beaucoup joué devant la défense. Parce qu'évidemment, on gagnait pas les duels, mais il y avait la volonté de mettre un peu plus de volume que ce qu'on avait pu faire il y a quelques mois. Et j'ai trouvé qu'après la mi-temps, ils avaient
tenter de prendre plus facilement l'axe. Après, est-ce qu'ils l'ont bien fait, je sais pas. Mais il y a eu une petite évolution. Après, c'est pas une révolution. Et de toute façon, je ne connais pas d'équipe aujourd'hui à très haut niveau qui a un plan B. Il y a plusieurs plans possibles, mais il n'y a pas de plan B. Regarde, Si- les Irlandais, les Sudaf, Ils ont une identité de jeu, ils respectent ce qu'ils ont mis en place et ils sont sur des cycles de 4 ans. Après, c'est mieux de gagner entre les cycles de 4 ans. Hein. Si tu arrives à avoir 2-3 succès au milieu, c'est cool. Mais je veux dire, c'est très difficile de mettre en place quelque chose et de trouver une autre solution. C'est Ouais, pas bien des sûr. équipes de club. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent, ils ont un temps hyper concentré ensemble Eh ouais. et ils doivent avoir des convictions. C'est comme ça qu'on va faire. À partir du moment où les convictions sont suffisantes et suffisamment bien amenées, ça amène la victoire. Mais je vois pas comment, même les Blacks aujourd'hui, ils ont pas de plan B. Les Irlandais ont pas de plan B. Les Gallois n'ont pas de plan B. Les Sudaf Gallois n'ont ont pas de plan A. Ouais, les Gallois ont un plan A moyen. C'est sûr qu'à partir du moment où on met que des gars de 1m90 et 120 kg et qu'on leur dit là, tu rentres là, bon, c'est pas terrible au niveau de plan. plan. La Gallois. question, les gars, je l'inverse un peu. C'est-à-dire, Oh, putain. on est très critique sur ce match-là, en partie. Je vois laquelle qui est fatigué déjà de ma question. Vous êtes très concentré, il le faut. Non, c'est tout simplement, pourquoi est-ce qu'on a gagné ce match du coup? Parce qu'on est la France. Non, on a gagné parce qu'on a marqué plus de points. On a gagné. parce Ouais, mais que- on a quand même, Non, mais- il y a quand même une bonne gestion sur Mais certains éléments, mais je veux dire. Au rugby, les plus forts gagnent. Oui. Et on a été les plus forts. Sauf que, encore une fois, Oui, il y en a qui Tu vont vois, ma dire- question, elle est il y a- bateau, il y a- mais il y en a qui vont dire. c'est que il y en a qui vont dire malgré tout, tu fais peut-être ton pire match de l'ère Galtier, et malgré tout, à la fin, tu le gagnes. Mais parce que tu joues une petite équipe d'Australie, je suis désolé, qui, sur le match, je te jure, hein, sur le match, j'ai l'impression qu'ils nous dominaient vraiment fort. Au revisionnage, je me suis dit, putain, mais en fait, on fait pas un si mauvais match que ça. Avec tout ce qu'on vient de dire quand même, attention. Hein, Ouais, tu mais c'est domines pour pas ça, je veux tu domines pas- pas les molles et tu domines pas l'air. Et en fait, comme tu ne domines pas ces deux zones-là qui sont très importantes dans le rugby moderne, eh ben, tu concrétises pas au tableau d'affichage. Et en fait, tu les ramènes dans un scénario d'un match, c'est ça aussi, le fameux momentum. Au moment où tu as le meilleur, vraiment l'ascendant sur ton adversaire, tu te prends un compte de 80 mètres. Boum. Après, la mi-temps, elle est un peu dégueu. Il y a quand même. Je pense que ce match, on le gagne. Parce que Fabien Galtier disait on marque, on est refusé, on prend un essai, ça fait un différentiel de 14, ok. Mais t'as aussi Follet qui a la balle du moins 10 pour nous, qui tape à côté, Ils vont- et derrière on marque sur un miracle. Mais sur un miracle absolu. Le deuxième essai, il y a une construction. Non. Derrière, un exploit. Le premier, on tape dans le ballon, il y a Ah un oui, mauvais rebond. Le premier essai de l'équipe de France, c'est un miracle. Le premier, Jamais on doit le marquer. premier, c'est un miracle Et parce que les Australiens font nimp. Et parce que C'est-à-dire c'est que- Antoine Dupont. C'est-à-dire que Antoine Dupont, quand même, il met un timbre Ouais. monumental à un troisième ligne, il lui met 15 non, il faut mètres. savoir de quoi ça part. C'est quand même Mais une touche lancée Australie. Exactement. La sirène a sonné. Les mecs nous lancent une. T'sais, c'est la mi-temps, ils mènent d'un point. T'es au Stade de France, détends-toi, t'es l'Australie. Enfin, pardon, par respect pour eux, mais ils ont perdu leur match aussi, eux, à un moment donné, les Australiens. Ils sont champions là-dedans aussi. Non, mais c'est Ils ont, pour ça. ils ont perdu leur match. C'est-à-dire qu'ils ont bien joué, mais tu vas en touche, c'est fini. Sauf que eux, ils tentent un lancer. Follet, il envoie une balle. Allez, démardez-vous avec ça. Et là, après, récupération, Ficou en avant, pas en avant, pas en avant. Très bien, let's go. Essai, Marchand. Il aplatit sur un bras, pas un bras, on s'en fout. En tout cas, il essaie. Mais les Australiens ont perdu le match. Enfin, tu vois, ils nous ont donné les balles et on a su à un moment donné réinverser le truc. Tu rentres au vestiaire, t'es devant, alors que c'est anormal. C'est anormal pour toi? C'est Ah pas ouais. anormal vu Ah, le vu le match, contenu. mais si les Australiens si. gèrent, normalement, tu rentres pas derrière. Mais pour moi, tu dois pas être devant. Tu es dominé, tu n'arrives pas à sortir de ton camp. T'as pris un essai de 90 mètres qui est assez logique parce que tu défends pas bien, tu rends les ballons au pied, t'as zéro pression, t'arrives pas à prendre le milieu de terrain, t'es pas très bon en conquête, tu te fais soulever sur la première mêlée, l'autre il s'est fait mettre sur le toit, Cyril Bay. Je me suis dit, oh putain, il s'est fait litreuiller. Non, pas du tout, c'est Toupou qui l'a pris. Et là, vraiment. Après, il y a eu qu'une seule mêlée. Après, le Non, reste, mais- ça s'est tenu. Mais c'est vrai que sur la première mêlée, on est Première, en je me mode, suis oh, dit, merde. Fabien Galtier a fait une erreur majeure. Je me suis dit, il pousse sur une jambe en fait, Cyril. Ah, et ouais. j'ai rarement vu un pilier gauche quand même face à l'équipe d'Australie faire bouchon de champagne comme ça. Je sais pas si vous reverrez les Ouais, non, images. sur la première, C'est un peu flippant quand même. Hein. Donc, oui, c'est anormal de mener à la mi-temps. Après, c'est pour revenir à ce qu'on disait tout au début. On est très exigeant avec cette équipe de France. Ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, dans le chat, beaucoup disent putain, on On est dur. critique, on se demande un peu ce qu'on pensait sous l'ère Brunel. Certains pensent comme nous. Oui, je te mais rassure. c'est pas parce qu'on dit que cette équipe de France vaut mieux qu'on oublie d'où on vient. C'est justement parce qu'on sait d'où on vient qu'aujourd'hui on a le droit d'être exigeant. Et qu'on veut pas y Parce qu'on a retourner. mangé du caca pendant 10 ans. Non, mais parce qu'on a mangé du caca pendant 10 ans. Oui, Donc là, on a clairement. mangé un peu de caviar, c'est bon. On a envie d'en reprendre.
Donc cette équipe de France, c'est bien qu'elle gagne. C'est bien, c'est génial pour elle parce qu'elle va construire sur des Est-ce certitudes. qu'une partie de toi aurait voulu une défaite pour que peut-être les joueurs... c'est compliqué comme question, mais je sais que j'en discutais avec des supporters sur les réseaux, etc. Certains disaient... parfois une défaite ça peut faire du bien. Ouais, ça peut faire du bien. Je sais pas quelle est la part de ça. Je Nous dans le chat si vous auriez peut-être presque voulu que l'équipe de France perde. Je sais pas si cette équipe de France, elle avance avec des claques dans la gueule. Il y a des équipes qui marchent comme ça. L'équipe de France 2011, elle a avancé avec des claques dans la gueule. Et c'est ça qui a fait d'elle une équipe redoutable. Parce que d'un coup, ils se sont retrouvés seuls face au reste du monde et ils avaient la certitude que de toute façon, tout le monde les prenait pour des glands. Et donc ils se sont dit non, on va s'arrêter. Et ils ont failli être champions du monde. Cette équipe-là, je suis pas sûr. Cette équipe-là, c'est les enfants de Galtier, mécaniques, avec des convictions absolues. On leur a expliqué ce qu'allait se passer. Et le truc qui est fort avec Fabien Galtier, c'est que il dit on va faire comme ci, comme ça, il va se passer ça, et ça arrive. Il y a un côté un peu gouroutique. Donc je suis pas certain qu'une défaite ce soit quelque chose de bon pour cette équipe précise. Après, dans la vie, oui, les défaites, ça fait grandir. Peut-être que cette équipe-là, l'échec fait grandir. Mais je trouve que, tu vois, pour revenir un peu au côté rugby, je pense que là, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut gagner, parce que c'est important de gagner, je pense. Surtout contre l'Australie. Moi, ça m'aurait vraiment fait chier de perdre contre l'Australie, cette Australie-là. Et en fait, voilà, on a appuyé des points, donc en l'air, on a appuyé le maul. Mais moi, je t'avais dit, en gros, tu m'as demandé, j'ai pas eu le temps de faire une palette, mais il y a un truc que j'ai noté, c'est sur les coups de pied d'engagement qu'on réceptionne. Il y en a eu 7 dans le match. Il y en a qu'un seul où on est retourné dans leur camp. Et c'est un coup de pied de Penaud miraculeux, le long ligne, où on est en mode, oh, il sait faire ça lui en plus. Après son essai à la 78e. Les autres, coups de pied d'engagement, tu l'as dit tout à l'heure, je les ai tous notés. 7e minute. On capte pas le ballon en avant australien, heureusement. 11e minute, Woki capte bien le ballon, mais Dupont tape direct en touche. 34e minute, c'est un ballon long sur Olivon dans les 22. Dégagement contré, touche ridicule à 27 mètres. 39e minute, on a quoi ? On se dégage péniblement aux 30 mètres. 47e minute, Woki capte pas le ballon. 73e, alors j'ai mis quoi ? Perte de balle de Movaca. T'es en mode de Margarita. C'est pas ça. Et en gros, tu te dis, mais sur les 7 engagements des Australiens, on se met sous pression parce qu'on n'a pas nos patterns, nos combinaisons de sorties qui sont qualitatives. Moi, ça me fait péter un câble parce que c'est pas sur ce match qu'on le voit. Franchement, t'étais pas là, Pierre, mais je pense que tu l'as sans doute remarqué, mais depuis l'ère Galtier, on ne sait pas bien sortir. Au tout début, c'était l'un des premiers axes de travail. Nos manières de sortir de la pression. Les grandes équipes, et je termine là-dessus, les grandes équipes, elles marquent des points, elles retournent chez l'adversaire. Et hier, ce pourquoi on a maintenu cette équipe d'Australie dans le match, c'est parce qu'on ne sortait pas de notre camp après avoir marqué des points. Et Vangelox dit dans le chat que c'est un très bon point d'Emeric. Voilà, notamment. On est ensemble. Bon point de la part de Vangelox. Et moi, j'ai pas de bons points. Bon, d'accord. Ouais, on distribue les bons points. Peut-être. S'il y en a un, je te le dis. T'inquiète. Yes. J'espère que j'aurai des bons points. Il y en a qui disent. Il y a une question dans est-ce qu'on a le numéro de téléphone de Pierre pour lui envoyer des nudes ? C'est comme un bon point. Bien sûr, évidemment. Oui, c'est un des trucs aussi qu'on peut avoir sur le il n'y a pas de problème. Et tu es satisfait de la perf des Bleus, du coup, on vous a posé la question dans le chat et vous dites, vous êtes en train de dire non à 79%. Voilà pour être clair, et d'où une des raisons pour lesquelles on critique beaucoup effectivement aujourd'hui, mais je trouve que ça arrive les amis. Il faut savoir être objectif dans la vie. Tu vois, on adore l'équipe de France, mais c'est parce qu'on bien sûr, on discute. Exactement. Je crie pas, je m'exprime. c'est un peu effectivement la nuance, les amis. Voilà pour le match global. On va rentrer dans les analyses un peu plus individuelles dans le focus. C'est parti pour les tops et flops. Allez, parce que c'est une victoire, on va commencer par les tops et on va commencer par toi, Pierrot. Est-ce que qui as-tu choisi comme meilleur joueur français sur ce match contre l'Australie ? J'en ai pris 4. Non, j'ai choisi Grégory Aldrit. Ok, pourquoi ? Arrêtons-nous sur lui pour démarrer. Parce qu'il joue à La Rochelle, que c'est un très bon club. Non, parce que c'est un. Oui, parce qu'on a remplacé un supporter de La Rochelle par un supporter de La Rochelle. Ils sont partout. Ils sont partout, les amis. Et oui, le même IMMC, le même club de cœur. Pas tout à fait les mêmes mains, je reconnais humblement, mais non, les mêmes parents, mais ça, je le sais pas. Ça, c'est 3 fois rien. Papa. Non, en fait, j'ai choisi
Grégory Aldrit, parce que déjà il était très bon et que ça aurait été con de mettre en top un gars qui était nul. Non, parce que c'est un tank, parce qu'il fait avancer, parce qu'il remet l'équipe dans l'axe, parce que quand ça va mal, il suffit de lui donner le ballon et puis ça va mieux, parce que il y a très peu de déchets, parce que ça fait maintenant 3 ans. Je pense qu'il n'a pas loupé un match. Il n'a pas fait un mauvais match depuis 3 ans. Les seuls mauvais matchs qu'il a fait, c'était peut-être l'année dernière sur la tournée d'automne où il a été moyen plus. Et à ce moment-là, c'est ce que j'expliquais un peu à quelques, pas néophytes, mais quelques connaisseurs qui m'expliquaient que c'était une honte de voir que Grégory Aldrit était plus aussi bon qu'avant et tout. On s'en fout d'être en forme en novembre. Hein. L'important, c'est d'être fort au mois de février et au mois de juin. C'est ça l'important pour Alors les l'année sportifs de prochaine, niveau. cette phrase n'est pas valable. L'année prochaine, c'est pas valable. L'année prochaine, la prépa, c'est pas la même. Hein. Donc tout ça pour dire que Aldrit, très fort joueur, modestement top 3 mondial à son poste. Je vois pas beaucoup de meilleurs joueurs et parce que j'aime son style. C'est presque un 8 à l'ancienne en fait. C'est sûr que c'est pas très flashy, c'est pas très sexy chocolat. Il va pas te faire des chistéras de 15 mètres ou des 4 deb, mais il gagne tous ses duels et c'est ce qu'on lui demande. Et Aldrit, du coup, Aldrit, ouais. Je passe la balle à Aymeric pour me donner un deuxième top dans ce match-là. Juste sur Aldrit, c'est aussi sa constance sur tout le match. C'est l'un des rares joueurs à être bon du début à la fin de ce match. Et ça, il y a eu des joueurs qui ont fait le yo-yo. Un deuxième joueur, je peux citer Ramos, qui avait beaucoup de pression, qui était attendu. Poste de 15, ça y est, enfin. Tu vois, genre, enfin, on te donne le maillot. Alors, c'est sa deuxième sélec. Moi, je sais que ses débuts en bleu, le maillot avait été un peu trop lourd, qu'il n'avait pas été flamboyant. Maintenant, entre ses débuts et aujourd'hui, il y a quand même des grandes saisons à Toulouse où c'est le pompier de service. On n'a pas une Tamac, on te met 10, on te met 15 et il répond présent partout. C'est un peu un papa avant l'âge. Il est très propre. Et hier soir, il était très propre. Il a été parfait dans ce qu'on lui a demandé. Ceux qui veulent chipoter disent qu'il y a un 7 sur 9. Mais bon, il y a des pénalités à 50 mètres qui font du bien. Voilà, il a sanctionné comme il fallait. Sur le 3e rideau, on était quand même pas mal arrosé. Il a assuré sur les ballons hauts. Ça t'a rassuré, toi? Enfin, logiquement, ça t'a rassuré, mais est-ce que tu l'attendais à ce niveau-là? Est-ce que quand tu as vu Ramos, tu te dis, bon, c'est en dessous de Jaminet? Moi, je pense que Jaminet ou Boutier ont 10 mètres de plus au pied. Il aime beaucoup Boutier. Non, mais non, je te parle vraiment factuellement sur la tactique des mecs. Ok. Ils ont 10 mètres au pied qui nous auraient aidés contre l'Australie qui nous a dominés là. Maintenant, qu'est-ce que tu veux dire sur Ramos? Il est parfait sur ce match. Il est parfait, il fait un super match. Donc moi j'avais peur pour lui dans le sens où t'as de la pression individuelle et tu peux passer à côté d'un match. Et on sait qu'en équipe de France tu passes à côté d'un match. Allez, terminado, c'était pas le bon gars et ça dégage. Très dur de revenir dans le game. Ouais, c'est hyper dur. Là, Ramos, Clairement. il avait énormément de pression, il a répondu extrêmement bien présent, il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. En plus, on est vraiment dans une ère où le 10 est amené à couvrir derrière et le 15 est amené à être une solution de 10 dans le jeu courant. Donc, c'est très bien, il a très bien fait. C'est drôle parce que c'est vrai et absolument pas le cas en équipe de France. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que nos 15 ne viennent pas en tant que deuxième animateur. À l'époque, Boutier, si. À l'époque, Jaminet, non. Ouais. À l'époque, Jaminet, c'est Ficou qui décale. Je ne veux pas être désagréable, je ne parlerai pas de Jaminet. Ok, ça va. On va pas être désagréable dès la première. Quand même. Non. On va te laisser le temps de rentrer dans le moule. Donc voilà, je pense que Ramos c'était important de le mettre dans les tops parce qu'il était attendu et qu'il a répondu présent et qu'il n'y a rien à dire de négatif sur son match. Donc on a Ramos, on a Aldrit. Est-ce qu'il y a un autre titulaire qui vous a tapé dans l'œil, les copains? Vous en avez un en commun, qui? Flamand énorme. Ouais, Flamand. C'est drôle parce que il devait pas être présent, on le rappelle. Hein, ça devait être Paul Villemc et puis en début de semaine, en fait, ça a changé. Je vais vous dire la vérité. Je ne comprenais pas jusqu'à ce match pourquoi Flamand était en équipe de France. Vraiment, je reconnais humblement que je suis passé à côté des qualités qui faisaient qu'il était présent. Je le trouvais léger, je trouvais qu'il gagnait peu de duels, je le trouvais adroit, mais finalement moins quirky. Je comprenais pas. J'ai vu quelques matchs à Toulouse et puis c'était pas un leader. C'est-à-dire que on prend des gelonges, des crosses, des papas, des rassurants, tout ça. Flamand, je reconnais que jusqu'à ce match, je comprenais pas trop. Hier, j'ai un peu mieux compris. Parce que déjà, en 5 minutes, il met 2 timbres de l'enfer. Tu te dis, bon, il est bien rentré dans son match. Des mains, intelligent. Je pense que c'est probablement l'avant qui participe au plus de ruck hier. Que ce soit en premier ou en deuxième soutien.
quand on sait comment les Australiens sont chiants en fait dans cette zone-là, c'est précieux. Puis j'ai trouvé qu'il était propre. Heureusement qu'il était là, je crois que c'est 57e contre en touche. Ouais. Sur un temps fort australien. En touche, il est très important. J'ai mieux compris et puis il offre une solution parce que le problème de cette équipe de France là, ça a souvent été les touches puisque Olivon n'était pas présent. On n'avait que Cameron Wauquiez qui sautait. Cross ne saute pas ou saute peu. Olivon n'était pas là, je l'ai dit. Aldrit saute pas ou peu. Jelonge saute pas ou peu. Willemse saute pas ou peu. Au final, on n'avait qu'un vrai sauteur. Bref, Willemse, c'est normal. Enfin, on peut pas avoir un kiloutou pour chaque touche française, c'est chiant là, au niveau de l'organisation. Même soulevé par Winnie et par l'autre deuxième ligne, c'est pénible. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Non, mais ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il est partout, il est ultra polyvalent. Et finalement, Flamand aurait dû porter le numéro 4 de Wauquiez aujourd'hui et peut-être un Tao aurait pu être numéro 5, peut-être. C'est ce qui se passera d'ailleurs. Peut-être se passera contre l'Afrique du Sud. Parce que là, Flamand, il est en pleine bourre et il était partout, comme tu l'as dit. Voilà, j'ai fait une redite, mais moi aussi je trouvais son match exceptionnel. Il était partout, il est monté en puissance sur tout le match et en touche et au grattage et même en porteur de balle, quand il relève, etc. Et il avance, et il fait du bien et c'est un super joueur. On vous a posé la question qui est l'homme de match. Vous répondez pour le moment à 45%. Greg Aldrit et Thomas Ramos et deuxième avec 23% des votes. Vous avez mis Titou la maison dans le truc. Il y a Titou la maison qui a 18% bien évidemment. Sacré titre. Il y a aussi dans le chat, il y a aussi Jalibert qui a été nommé. Moi je l'avais mis dans le truc. Aymeric, tu voulais aussi en dire un petit mot. On va un petit peu parler vite fait c'est une très bonne transition vers les flops parce qu'il y a un joueur qui n'était pas dedans. Et on a vu que quand on a fait rentrer un autre joueur à son poste, pour être clair, Ntamak n'était pas dedans et ça peut lui arriver. Et encore une fois, Ntamak reste pour moi le numéro 10 de l'équipe de France. Et on va pas faire comme beaucoup et comme dans toute ma jeunesse, il y a un mauvais match, on le dégage. Non, il y a eu 12 milliards de très très bons matchs, donc on va le garder parce qu'il est très chaud. Là, je trouve qu'il est pas bon dans l'intégralité de ses choix et qu'il est pas spécialement qui dynamise pas le jeu de l'équipe de France. Et c'est l'avantage d'avoir sur le banc deux styles de 10 différents, un plus gestionnaire qui aujourd'hui a mal géré. Ok, et un beaucoup plus offensif, on va dire, un peu plus X-Factor, un peu plus fou, qui est Jalibert, et qui nous a fait extrêmement de bien dès son entrée. Et je suis pas surpris que l'essai de Penaud arrive sur une récupération de balle, troisième rideau de Jalibert, un petit cadrage des bords là, pif pouf, tac, je fais tomber un Australien, excuse-moi, protocole commotion pour toi. Ensuite, je nous fais gagner 20 mètres. Très belle action de Hodge d'ailleurs parce qu'il tape directement sur Jalibert qui prend le ballon en avançant, il monte et là tchic-tchac il s'assoit PLS directement. Fini protocole. Excusez-moi, je vais faire un petit dodo là. Et derrière il nous met dans l'avancée et en plus dans l'action, quand elle se termine, il fait l'excellent choix de faire la double sautée sur la zone morte et la balle est donnée parfaitement dans l'avancée pour Penaud et puis après Penaud, le magicien de Clermont a fait son travail. Voilà. Est-ce qu'on va avoir un match du coup en mettant Ntamak parmi les flops et Dupont? Ce serait quand même fou d'avoir un match de l'équipe de France avec ces deux joueurs-là qui sont les deux grandes stars de l'équipe de France, pas pour n'importe quelle raison. Est-ce qu'on va le faire, Pierre? Est-ce qu'on va le faire? Déjà, est-ce que je peux répondre sur Ntamak? Bien évidemment, c'est intégré. En fait, on en a parlé un petit peu avant, et j'ai dit un truc un peu crétin, mais je regrette pas. J'ai dit, il a pas fait un bon match, mais il a fait un match neutre pour moi. C'est-à-dire que il a fait des mauvais choix, c'est vrai. Il y a des choses qu'il a mal faites, c'est vrai. Mais c'est pas un mauvais match, je trouve pas. Je trouve pas parce que, déjà physiquement, il m'a rassuré. Il faut quand même rappeler qu'il n'avait pas joué depuis 10 000 ans. Qui est-ce qui est en poursuite sur le retour intérieur de Wright où il est un tout petit peu court sur le retour? C'est Ntamak. Mauvaise com. S'il était pas bien physiquement, il ne serait pas là. Il n'aurait pas pu poursuivre. Donc physiquement, je l'ai pas trouvé mauvais. Défensivement, je l'ai pas trouvé mauvais. Il y a un secteur où il n'a pas été bon, comme l'ensemble de l'équipe de France, c'est dans l'occupation et dans tout ce qu'il a pu faire au pied. Sauf qu'il a des responsabilités là-dessus. C'est vrai, mais les plus gros surnoms mal joués, c'est pas lui qui est en position de 10, c'est Ramos. Et on l'a mis dans le top. Donc, je trouve que
c'est peut-être juste, mais je trouve ça sévère de le mettre en flop. Ah mais franchement, Ouais. c'est sévère de le mettre en flop. C'est vraiment sévère de le mettre en flop. Et moi je suis d'accord avec toi sur le côté, bah, ça fait 6 semaines qu'il a pas joué, manque de rythme. Tu joues en match international, faut élever justement le niveau. Même si c'était sans doute le match international qui nous a semblé, hein, voilà, on n'était pas sur le terrain, on a le cul vissé sur une chaise. Je suis d'accord avec vous. Mais bref, qui nous a semblé quand même, et tu l'as dit, appuyé Le par des moins statistiques intense. des matchs, le moins intense. Donc moi, Qui d'autre alors? Qui d'autre? Si Ntamak est sur la tangente, Pierre, Ah, tu mais- mettrais qui d'autre? Bon, j'ai fait crime de lèse-majesté. Waouh. J'avoue, Non. j'ai considéré que le meilleur joueur du monde, le totem, Wow, Elle allez, fait un mauvais match. allez, je n'a me pas casse. fait un bon match. Si c'est pour entendre des conneries comme ça, je me casse. Non, parce qu'en fait, j'essaie d'expliquer un peu pourquoi j'ai trouvé qu'Antoine Dupont n'ait pas fait un bon match. Je te rassure, tu n'as certainement pas été le seul. C'est exactement comme on est sévère avec l'équipe de France parce qu'on attend beaucoup. On est plus sévère avec Antoine Dupont parce qu'il a acquis un statut. Un statut enviable, celui de meilleur joueur du monde, celui de capitaine de l'équipe de France. On lui a mis une responsabilité énorme sur le dos qui était la conduite du jeu au pied, le capitanat de l'équipe de France, les succès des Bleus. C'est devenu la figure de proue de cette équipe-là, un peu malgré lui et un peu de par ses performances. Ouais. Aujourd'hui, enfin hier plutôt, il a fait un tout petit match. Un tout petit match en termes d'occupation au pied, un tout petit match en termes de choix. Il a peu pesé sur la défense, il n'a pas gagné beaucoup de duels. Les duels qu'il a gagnés, heureusement qu'il les a gagnés parce que ça fait beaucoup de bien à l'équipe de France. Mais j'ai l'impression qu'on a eu un petit Dupont. Parce que c'est un monstre en fait. Alors pour quelle raison? Est-ce qu'il a été visé? Oui. Est-ce que le plan de jeu australien, comme beaucoup d'ailleurs d'adversaires de l'équipe de France désormais, ils mettent une énorme pression sur Antoine Dupont notamment, Non, et mais dans le t'as- top 14 Une aussi. pression sur le 9. Non mais voilà, c'est ça. C'est comme dire ils ont visé le 10. Oui, bah, tout le monde le fait en fait. Bah voilà, Il n'y a pas besoin exactement. d'être Sexton ou Carter. Putain, c'est- mais il faut- Putain, j'aime bien ce mec. Ah oui, attends, ça pue le rugby quand même. Non, mais voilà, c'est normal de mettre la pression sur le 9. Alors pour Après- quelle raison est-ce qu'il est passé à côté? Mais parce que les sorties de camp, il les a pas maîtrisées et qu'à partir du moment où on l'a expliqué, et surtout Emery, il l'a expliqué très bien, c'est qu'à partir du moment où on ne peut pas jouer chez l'adversaire, on ne peut pas peser sur le match. Et donc Antoine Dupont était très attendu sur le jeu au pied. Le jeu au pied, je dis pas qu'il a été dégueulasse et que c'est une honte et tout. Il faut relativiser à chaque fois les propos qu'on peut tenir sur des joueurs, mais il a pas fait un bon match. Il a pas fait un bon match offensivement. Il y a eu beaucoup de gestes qui ont été un peu parasites, des passes après contact qui n'ont pas marché, et il a sa part de responsabilité. Et puis il faut pas oublier qu'il a la conduite du rythme de l'équipe de France. Autant Romain Ntamak a la conduite du jeu et de l'espace, autant c'est Antoine Dupont qui doit conduire le rythme. Et à partir du moment où on n'a pas su gagner les duels, peut-être que c'est parce que c'est le curseur qui n'était pas placé au bon endroit. Ça me vient au fil de ce que je dis. Peut-être que c'est pas ça l'explication, mais je trouve qu'à un moment, il faut être capable de dire si en 3 temps de jeu on touche pas la zone des 15 et si au bout de 74 coups de pied on n'a pas réussi à déséquilibrer le troisième rideau, eh ben il y a peut-être une autre solution. Ralentir les sorties de balles, jouer en zone 0, faire des pick and go, mieux commander tes gros, et peut-être qu'avec ça il y avait une solution à trouver et il n'a pas eu les clés. Voilà, c'est mon sentiment. Et du coup, il aurait pu sortir aussi. Parce que Oui. autant il y a un choix fort de Galtier entre guillemets, il avait jamais fait ça avant, je crois. Hein. Bah, tu sais quoi, ça me fait à la penser- 57e. Est-ce que Galtier a bien géré ce match-là, autant sur la compo de départ avec la présence de Bail à la place à la place de Priso, sur la gestion du banc? Bah, le match lui donne pas vraiment raison, puisque on voit que nos deux amis toulousains sont un peu en dedans et en manque de rythme. Et bah oui, donc après il leur a fait confiance. Est-ce qu'on peut en vouloir à un gars de faire confiance au meilleur pilier gauche du monde, ou en tout cas Oui. à un moment donné appeler le meilleur Oui, on pilier peut. gauche du monde? Non, Et- c'est le meilleur Ntamak- pilier gauche du Ah monde. oui, voilà. Oui, on peut. Non, on peut pas. Non, c'est pas ça. Non mais tu vois, donc il a fait des choix. Ouais. Faut rappeler que à l'entraînement du match, il perd Gérassi, qui est quand même quelqu'un qui Ouais. était censé t'apporter aussi un petit peu de puissance, un petit peu de poids, remplacé par Lebel. Le problème, c'est que les faits sont têtus et qu'il a gagné le match. C'est ça qui est terrible avec ce match-là, c'est que les choix de Fabien Galtier sont presque inattaquables parce qu'il l'a gagné. Il l'aurait perdu, on aurait trouvé ça justifié d'être sévère et on aurait pu dire oh, on va changer ci, on va changer mi, c'est pas ça qu'il faut faire, machin. Le truc, c'est que comme il l'a gagné, est-ce que les choix étaient mauvais? Je sais pas, parce que finalement, Romain Ntamak sort très tôt, c'est Jalibert qui te fait gagner le match. Antoine Dupont ne sort pas. Il est décisif sur les sorties de balles rapides qui va justement amener l'essai de Penaud. Il arrive à s'adapter en faisant rentrer dans le groupe, même pas sur le terrain, sur la feuille. Mathis Lebel qui n'était pas sur la feuille à la place de Kylian Gérassi. Il arrive à composer un banc qui n'était pas spécialement celui qui était Il prévu. fait sortir Ficou parce que Ficou il se blesse. Je sais pas, au bout de après 20 45 minutes de jeu, secondes, ouais, et- même au bout de et- 45 secondes, il se fait Et on poigner. voit qu'il fait pas un match à la Gaël Ficou. Moi, j'ai quand même mis Fabien Galtier dans les flops parce que
En fait, j'étais dans l'embut. Juste derrière, j'étais tribune Z et j'ai trouvé ça horrible de voir Sekou Makalou s'échauffer pendant une demi-heure et voir Lucu s'échauffer pendant une demi-heure, et je trouve que c'est abusé de pas les faire rentrer. Je l'avais fait. Après, on fait pas du social, mais je comprends Non, pour Lucu. on fait pas du social, Non, mais là, c'est même pas du social. C'est ça les aurait été messages envoyés. intéressant de les mettre. Et puis c'est les messages envoyés. Évidemment, oui, je me mets dans la tête de Sekou et je me dis, tu t'es cassé les bonbons à faire une demi-heure de fractionner avec les plots, avec la chasuble et la parka. Et bon, bah t'es dans le virage. Et la seule passe qu'il a eu à faire, c'était au ramasseur de balles quand il y a eu une transformation australienne. Bon, j'aurais une paire de gros lots de l'enfer. Mais c'est surtout les messages envoyés. Et Lucu, il commence à avoir l'habitude. Bah ouais, mais il accepte son rôle. Parce qu'il a compris que devant lui, c'était le meilleur joueur du monde et que s'il grattait 5, 6, 7 minutes, c'était une victoire pour lui. En revanche, Sekou Makalou, il a une carte à jouer parce que Kroos est pas là et que Jelonge 80 minutes, Aldrit 80 minutes, c'est beaucoup. Et l'autre truc, c'est que sur les messages envoyés, je trouve qu'il y a un peu de maladresse de la part de Fabien Galtier. Le message envoyé à Dani Priso, où Cyril Bay, il a joué 30 minutes et il le met titulaire. D'accord, c'est le meilleur gaucher du monde. Mais Priso, il s'est fait des 15 jours de stage. Et d'un coup, on lui dit, écoute Dani, t'es gentil, tu te gares, tu laisses passer les habitués. Lui, les soirées avec les gendarmes et tout ça. Là. Et puis surtout, là, c'est le côté, allez, t'es gentil Dani, on se gare sur le côté, on laisse passer les habitués. Et ce truc-là, je trouve que c'est un mauvais signal. Et quand on lui a souligné le fait que, quel signal envoyer à Dani Priso, alors qu'il était titulaire en puissance, qu'il se retrouve sur le banc, sa réponse à Fabien Galtier, je la trouve peu satisfaisante quand il dit, ah oui, mais c'est un finisseur, il est sur la feuille, l'important c'est d'être sur la feuille. Non, vous demandez à n'importe quel joueur, le 1 c'est pas le 17, le 2 c'est pas le 16, c'est pas pareil. On va regarder le calendrier des Bleus pour terminer pour continuer cette tournée de novembre qui a donc commencé par une victoire d'1 point contre l'Australie. On va donc rencontrer samedi à 21h l'Afrique du Sud, c'est au stade Vélodrome à 21h, ça va être un très grand rendez-vous, franchement ça peut être une très très belle fête. Et un match contre le Japon du coup le 20 novembre les amis. On termine cette émission avec un mot sur le match contre l'Afrique du Sud. Aymeric, est-ce que tu attends certains changements dans la compo ou dans le plan de jeu? Et plus globalement, qu'est-ce que tu attends de ce match-là? Ce que j'attends de ce match, c'est qu'on le gagne, premièrement. Je pense qu'il va falloir densifier parce que ceux qui n'ont pas vu Irlande, Afrique du Sud, je vais vous donner une phrase et après vous allez la digérer. Les Irlandais avaient du mal à conserver le ballon. Voilà. Faites ce que vous voulez de cette phrase. Victoire de l'Irlande de 3 points, 19-16, donc défaite des Sudaf. Match complètement d'une autre intensité, d'un autre monde. Donc du coup, peut-être que l'équipe de France nous habitue à faire un premier match de novembre un peu poussif, et puis de monter en puissance, et puis je peux dire que le Japon, Non, en vérité, ceux qui n'ont pas vu le match des Sudaf, qu'est-ce que tu en dirais de cette équipe en ce moment? Où en est-elle? On n'a jamais affronté l'Afrique du Sud sous l'ère Galtier. Mec, c'est une équipe qui est extrêmement puissante, bien évidemment, je vais apprendre ça à personne, qui est là pour épuiser ses adversaires. Moi je suis très inquiet parce que j'ai vu des Français déjà épuisés, donc j'ose espérer qu'en une semaine ça ira mieux, et qui ensuite sur les ailes et sur le fait de déplacer le ballon va très très vite, sans fioriture. C'est une équipe, je trouve, sans fioriture. La fioriture, il la laisse aller à Colby, amuse-toi, et Mapimpi, amuse-toi. C'est tout. Le reste, c'est extrêmement calibré. Sur le jeu en l'air, très solide. Pourquoi l'Irlande a gagné ? Parce que sur un ballon de récup, ils ont mis un essai fantastique. Voilà. Et sinon, tout le reste, c'est 14-18, c'est une guerre de tranchées assez impressionnante. Il va falloir être au combat, il va falloir pas se tromper. Et je pense qu'il va falloir un peu de puissance. Peut-être un peu plus de puissance. Peut-être je me trompe, mais il va nous falloir un petit peu de poids. Et il va nous falloir un peu plus de maîtrise, en tout cas sur les zones importantes qu'on a données, à savoir les réceptions de coups de pied. C'est pas possible sur les engagements. Pierre? La frontière est fine entre férocité et violence. C'est difficile de ne pas tomber dans la violence face au box. Je pense que la meilleure chose pour l'équipe de France à faire avant cette rencontre-là, c'est de regarder le match de 2005 et de regarder de 2009 et de regarder comment les champions du monde sont arrivés en France et se sont fait ouvrir comme des livres. C'est difficile. C'est un défi, peut-être le plus grand défi qu'attend l'équipe de France depuis le début de l'ère Galtier. Mais il va falloir les défoncer. Et si tu arrives à gagner les premiers duels, alors ce match-là, c'est du velours. Parce que les Bocs n'ont pas l'habitude d'être renversés. Ça n'existe pas.
C'est des fermiers transgéniques qui sont élevés depuis qu'ils ont 13 ans avec des protéines en arrachant la tête des bébés. Il va falloir les défoncer. Et ça, c'est difficile. C'est ça, c'est difficile. On a des images. D'ailleurs, non, et voilà, ça va être difficile. Et si les Bleus arrivent à le faire, à ce moment-là, ce seront des candidats crédibles au titre de champion du monde. C'est un peu le. S'ils n'y arrivent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas champions du monde, mais ça veut dire que le gap est encore un petit peu important et peut-être plus important que ce qu'on croit. Ce match-là, il est déterminant pour la suite de l'aventure équipe de France. On va savoir si il nous reste un peu de travail, beaucoup de travail, ou si on est dans les clous. Voilà, et vous l'a vendu le match. Franchement, moi j'ai envie d'y être. Ça va être la guerre. Très clairement, ça va être une belle guerre. Quand on a su qu'on allait jouer l'Afrique du Sud, c'est le match qu'on attendait tous, tu vois. On l'attend depuis 1 an ce match. Enfin voilà. Donc j'espère que les Bleus seront au rendez-vous. J'ai très peu de doutes sur le fait que voilà, ils vont être au rendez-vous. Ils vont être au Je rendez-vous. pense qu'ils ont fait des erreurs là. Ils vont bien bosser dans la semaine et c'est cool. Et si je peux me permettre, à l'instant même, l'Angleterre vient de perdre à domicile contre la France. Quel plaisir, quel plaisir. Et Angleterre-Argentine qui sera également un match de la Coupe du Monde. Donc j'espère que les Argentins ont dit ça va les mecs. Et tous ces matchs internationaux, on les débriefe sur Petit Bureau le lundi soir de 18 à 20h. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 16h. On se débriefe le match contre les Box, bien évidemment, victoire à défaite, bien évidemment. On espère une victoire parce qu'on le rappelle, sur la Coupe du Monde 2023, le groupe de la France va croiser avec le groupe de l'Afrique du Sud. Donc De l'Irlande et de l'Écosse. Donc il peut y avoir un très gros duel dès les quarts de finale pour la Coupe du Monde 2023, mais ça dépendra aussi bien évidemment du match d'ouverture contre les Blacks. Bon, c'est un grand match, c'est l'Afrique du Sud, on l'attend avec impatience. Merci Aymeric, merci Pierre pour ta première, c'était un plaisir de t'avoir et on te retrouve bien évidemment. Tu reviens dimanche prochain, tu es reconduit. Let's go. Ciao ciao les amis, gros bisous à tous.